Barakatillah, on commence. صباح الخير سي ايمن. Donc, les intervenants dans l'acte de bâtir, le principal intervenant, bien sûr, c'est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, parce que c'est un peu le propriétaire d'ouvrage, c'est le commanditaire. Donc, c'est lui qui est à la base, qui est à la base du projet. Donc, c'est l'intervenant le plus important. Sans lui, on ne peut même pas parler de projet. Bien sûr, le maître d'ouvrage, ça peut être une personne physique, ça peut être une personne morale. Même nous, des particuliers, quand on lance par exemple une maison pour nous en construction, on se transforme immédiatement en maître d'ouvrage. C'est-à-dire, et le maître d'ouvrage n'est pas censé être un connaisseur dans le domaine du génie civil. C'est juste quelqu'un qui a un budget et qui a une idée, qui n'a pas forcément des connaissances en génie civil et qui souhaite lancer un projet. Donc c'est lui le commanditaire. Généralement, c'est lui également celui qui finance. Mais ce financement peut être direct et il peut aussi être indirect. Par exemple, ici à Conakry, il y avait des projets qui ont été lancés par le ministère de la Ville, mais qui sont financés par le Maroc. Donc dans ce cas, le maître d'ouvrage, ce n'est pas le Maroc, mais c'est le ministère de la Ville, parce que celui le commanditaire et celui qui finance, c'est le Maroc. Mais dans ce cas, c'est comme c'est le ministère de la Ville qui finance de manière indirecte. Donc c'est ça le maître d'ouvrage. Et comme je disais, ça peut être une personne physique, ça peut être également une personne morale. Mais dans la gestion du projet, le maître d'ouvrage, il doit désigner un représentant. Parfois, ça peut être un groupe de plusieurs établissements, par exemple. Donc, il doit désigner un représentant. Ils ne vont pas tous être présents, évidemment, dans une réunion, par exemple. Il doit désigner un représentant. Et c'est même précisé dans le CCAG. Au début du projet, il doit désigner justement son équipe, le maître d'ouvrage. Donc ça, c'est le maître d'ouvrage, brièvement. Mais parfois, ce maître d'ouvrage, quand justement, soit qu'il n'est pas connaisseur, ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec le génie civil, il n'a pas les connaissances nécessaires, ou bien parfois il n'a pas le temps. Ça veut dire qu'il ne peut pas être présent. Donc là, il peut désigner ce qu'on appelle un MOD, un maître d'ouvrage délégué. Le maître d'ouvrage délégué, c'est vraiment c'est comme un autre maître d'ouvrage qui a les droits de prendre des décisions, de valider les échantillons par exemple, de faire des choix, de signer même des contrats. Bien sûr, il faut qu'il y ait un contrat entre le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué pour définir c'est quoi les limites de ces fonctions, mais de manière générale, c'est quelqu'un qui remplace en fait le maître d'ouvrage. Quand le maître d'ouvrage délégué est désigné, ça remplace le maître d'ouvrage. Il peut vraiment décider à sa place. Comme c'est le cas par exemple pour l'OCP, il peut désigner la SADV comme maître d'ouvrage délégué. SADV ou bien GESA, je crois. Il peut désigner comme un maître d'ouvrage délégué et on peut même faire des projets sans jamais rencontrer le maître d'ouvrage. Moi, personnellement, j'avais dirigé la construction d'une résidence du Premier ministre libanais. C'est lui en personne le maître d'ouvrage, mais il a désigné évidemment un maître d'ouvrage délégué. Nous, on n'a jamais rencontré le maître d'ouvrage, mais on a fait tout le projet uniquement avec le maître d'ouvrage délégué parce qu'il avait tous les pouvoirs. Il signait avec nous les contrats, il validait les échantillons, il prenait toutes les décisions nécessaires. On n'avait même pas besoin du maître d'ouvrage délégué. Donc, dans ce cas, par exemple, le maître d'ouvrage, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas les connaissances en génie civil, en même temps, il n'est pas disponible. Donc, il a désigné un maître d'ouvrage délégué. Il y a également ce qu'on appelle le maître d'ouvrage. Généralement, en fait, on le désigne par l'abréviation MOA. Le maître d'ouvrage MOA et le maître d'ouvrage délégué MOD. Il y a également ce qu'on appelle l'assistant au maître d'ouvrage AMO. L'assistant au maître d'ouvrage, en fait, c'est dans le cas où généralement le maître d'ouvrage il n'a pas de connaissances. Ça veut dire il est présent, etc., mais il n'a pas de connaissances en génie civil. Donc il désigne un assistant au maître d'ouvrage qui va lui faciliter la compréhension du déroulement du projet. Il va lui expliquer et en même temps, en fait, il va servir de lien entre les différents intervenants et le maître d'ouvrage. Donc il va lui expliquer et en même temps, il va expliquer le besoin du maître d'ouvrage à l'ensemble des intervenants.
Mais à la différence du maître d'ouvrage délégué, l'AMO n'a aucun pouvoir de décision. Il ne prend aucune décision, pas de validation, il ne signe pas rien du tout. Il est là juste pour aider le maître d'ouvrage dans la compréhension et faciliter la communication entre le maître d'ouvrage et le reste de l'équipe. Mais lui, il n'a aucun pouvoir de décision. Ça, c'est l'assistant au maître d'ouvrage qui est désigné généralement par l'abréviation AMO. Il y a bien sûr le bureau d'études. Le bureau d'études, c'est lui qui s'occupe de... Avant de parler du bureau d'études, il y a le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est l'intervenant qui s'occupe en fait... Parce qu'à chaque fois que vous avez une équipe, des personnes qui doivent travailler ensemble, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va coordonner entre ces différentes personnes. Et c'est lui qui fait ce travail, c'est le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre qui est généralement désigné par l'abréviation MOE. C'est pas comme tout à l'heure le maître d'ouvrage MOA, mais le maître d'œuvre MOE. Et ce maître d'œuvre, lui, il commence avant le lancement du projet. Donc, il doit avoir une communication avec le maître d'ouvrage pour comprendre le besoin du maître d'ouvrage, etc. Et à partir de là, il va lancer les études. C'est pas lui directement, mais il va lancer les études architecturales d'abord, la conception architecturale. Donc, il va assister le maître d'ouvrage dans cette opération de concevoir le projet, etc. Il va faire tout le reste. Donc, dès la conception, ensuite, après la conception, il doit assister le maître d'ouvrage dans l'établissement des plans d'exécution par le bureau d'études que nous allons voir après, etc. jusqu'à la désignation, le lancement des appels d'offres pour désigner une entreprise ou bien des entreprises pour faire les travaux et par la suite faire le suivi des travaux jusqu'à la livraison. Donc ça, c'est le maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre, ça peut être une personne physique ou morale, encore une fois, et surtout, ça peut être une entité indépendante qui ne fait pas partie des autres intervenants, mais généralement, de manière générale, dans les projets moyens, le maître d'œuvre, c'est le bureau d'études, de manière générale. Mais on peut, dans les grands projets, on prend un bureau d'études à part et un maître d'œuvre à part. Mais dans les projets moyens, je dirais, dans 95% des projets, le maître d'œuvre, c'est lui-même le bureau d'études. C'est-à-dire que cet intervenant, il est à la fois bureau d'études et en même temps, il est maître d'œuvre. Mais on peut avoir un bureau d'études à part et un maître d'œuvre à part. Et justement, en parlant du bureau d'études, donc c'est lui qui s'occupe. On parle d'abord de l'architecte parce que l'étape de la conception architecturale, elle précède celle de l'établissement du plan. Donc l'architecte, c'est bien sûr un intervenant qui est très important parce que tout le travail, tous les intervenants, ils seront là pour réaliser la conception architecturale de l'architecte. Après tout, les plans de béton armé, les plans des lots techniques, et tout ça, tout mon travail en fait pour réaliser la conception architecturale de l'architecte justement. Donc l'architecte, c'est un intervenant qui est très important, mais cet architecte en fait, il y a deux manières de le désigner. Soit que le maître d'ouvrage, il fait ce qu'il veut, il veut réaliser un ouvrage, il sait ce qu'il veut, donc il connaît à quel architecte s'adresser. Par exemple, il y a des architectes qui ont déjà réalisé des marchés qui sont identiques ou similaires à ce que lui il souhaite, donc il peut aller voir directement cet architecte ou bien les architectes qui ont fait ce genre de projet pour dire bon voilà, parce qu'il sait à l'avance, il connaît un peu l'empreinte de l'architecte, il connaît un peu sa manière de concevoir les projets. C'est un peu comme quand vous avez un pays par exemple qui veut réaliser un stade de foot, qui va aller voir l'architecte Zaha Hadid par exemple, qui est décédé il y a quelques années, ou bien qui va aller voir des architectes qui sont connus parce qu'on sait à l'avance à quoi on va s'attendre. J'aime l'empreinte de cet architecte, je vais le voir. Mais la deuxième façon, c'est de faire ce qu'on appelle un concours. Un concours, c'est comme un appel d'offres, mais quand ça concerne les architectes, on n'appelle pas ça un appel d'offres, mais on appelle ça plutôt un concours. Donc on lance un concours, je veux réaliser, si on retient toujours le même, par exemple un théâtre, je veux réaliser un théâtre, je suis un pays, je sais pas, je veux réaliser un théâtre, je lance par exemple un concours, et les architectes, ils vont
participer, chacun va faire sa conception et je vais voir la conception qui me parle le plus. La conception qui me parle le plus, je retiens l'architecte et par la suite, on va commencer à rentrer dans le détail, faire les précisions, des ajustements éventuellement, etc., etc. Mais l'architecte, à un moment donné, il doit vraiment se transformer. Il devient comme un psychiatre. Il doit s'asseoir avec le maître d'ouvrage pour vraiment comprendre le besoin de l'architecte. Cette étape, en fait, elle est primordiale parce qu'il doit transformer un besoin dans la tête du maître d'ouvrage en conception. Il doit la concrétiser. Donc, il doit vraiment bien comprendre le besoin du maître d'ouvrage. Et l'architecte, son travail ne se limite pas ici. Donc, s'il fait d'abord une conception, ça commence par une première esquisse, ensuite il va voir avec le maître d'ouvrage, faire des ajustements, une deuxième esquisse, une troisième esquisse, et ainsi de suite. Quand c'est validé par le maître d'ouvrage, il va rentrer dans le détail. Maître d'ouvrage et maître d'œuvre aussi, parce que le maître d'œuvre, il est déjà présent dans cette étape, et là, ils vont rentrer dans les couleurs et les détails. Mais le travail du maître d'ouvrage, de l'architecte, il continue évidemment même pendant les travaux, parce que c'est lui qui va valider les travaux au fur et à mesure de l'avancement. Il va valider également les décomptes de l'entreprise. Il est parmi les personnes qui valident, parmi les intervenants qui valident le décompte jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la livraison du projet. Donc après la conception architecturale vient le rôle du bureau d'études qui va se baser sur la conception architecturale pour faire les études les plans béton armé et les études techniques, les plans des lots techniques, électricité, plomberie, etc. Et bien sûr, il y a beaucoup de discussions, des réunions qui doivent se tenir entre l'architecte et le bureau d'études parce que parfois le bureau d'études ne peut pas respecter à 100% la conception de l'architecte. Par exemple, hier on a parlé des retombées, on a parlé des poteaux qui débordent par rapport aux cloisons. Donc pour ce genre de problème, il y a beaucoup de réunions dans cette phase qui se font entre l'architecte et le bureau d'études. L'architecte il va faire des concessions, ou bien le bureau d'études doit faire des modifications pour finalement arriver à une conception architecturale et des plans qui respectent justement cette conception architecturale. Et le rôle du bureau d'études, évidemment, il ne se limite pas à cette phase, mais ça continue. C'est comme l'architecte jusqu'à l'achèvement des travaux. C'est lui également qui valide, qui fait des validations. Il fait le suivi, il fait le contrôle, le côté technique du contrôle. Il contrôle les travaux. Et comme je disais, généralement, c'est le bureau d'études lui-même qui est maître d'œuvre. Je parle de manière générale. C'est lui-même qui est maître d'œuvre. Donc à ce moment-là, il a aussi ce deuxième rôle qui est le maître d'œuvre. Ça veut dire c'est lui qui va coordonner entre les différents intervenants. C'est-à-dire quand par exemple l'entreprise est en retard, c'est lui qui va écrire des mails, etc. C'est lui également qui gère les réunions et ainsi de suite. Donc ça c'est le bureau d'études. Et pour le bureau d'études, généralement, normalement, il s'occupe des plans béton armé, des plans vélo techniques, mais souvent, vous avez un bureau d'études en béton armé qui généralement sous-traite l'étude des lots techniques à des bureaux qui sont spécialisés en électricité, plomberie, etc. Donc ça c'est le bureau d'études et maître d'œuvre. Il y a également l'entreprise. Évidemment, l'entreprise c'est à la fois le maillon faible et le maillon fort de la chaîne. Le maillon faible parce que c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est le maillon fort parce que c'est l'intervenant qui va réellement faire les travaux. Voilà, donc on peut avoir des entreprises générales, on peut avoir des entreprises générales en fait, qui s'occupent de tout, qui s'occupent des grosses œuvres, des différents lots. Mais généralement, c'est une entreprise de grosses œuvres qui sous-traite les autres lots à de petites entreprises. Mais le maître d'ouvrage, il peut décider de lancer justement le projet en plusieurs lots. C'est-à-dire, il ne va pas lancer un projet clé en main, mais il va lancer le gros œuvre à part, il va lancer les travaux d'électricité à part, les travaux de plomberie à part, etc., de revêtement, de menuiserie, etc. Et à ce moment-là, on part de marché à lots séparés. Et parmi les intervenants, nous devons avoir ce qu'on appelle un OPC, un responsable OPC, ou bien un physique au moral financement
pilotage et coordination. Parce que le maître d'ouvrage a affaire à plusieurs entreprises en même temps. Ils vont partager le même espace. Donc il faut qu'il y ait de la coordination dans le temps et dans l'espace d'ailleurs. Pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il y ait de l'organisation dans le projet. Il y a également le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle qui est une entité indépendante qui va faire des contrôles. Généralement, il va faire des contrôles, il va faire des réceptions du ferraillage, etc. Généralement, elle n'est pas présente tout le temps. Il vient pour réceptionner les dalles, pour réceptionner les poteaux. Peut-être pas toutes les dalles, pas toutes les élévations. Mais voilà, donc c'est un intervenant qui va faire des contrôles. Il fait moins de contrôles par rapport au bureau d'études, parce que le bureau d'études, c'est lui qui fait les contrôles. Il y a ce deuxième contrôle qui se fait par le bureau de contrôle, mais le bureau de contrôle, généralement, il est moins présent par rapport au bureau d'études. Et la présence du bureau de contrôle, donc il a un premier avantage, c'est que c'est un deuxième contrôle après le bureau d'études, donc ça augmente, ça diminue les risques d'avoir des problèmes, mais il a un deuxième rôle, c'est grâce à son rapport qu'il va produire à la fin du projet qu'on peut avoir une garantie décennale, parce qu'à la fin du projet on doit avoir une garantie décennale, mais quand on s'adresse à des compagnies d'assurance, la compagnie ne peut pas assurer un ouvrage sans rien du tout, il faut qu'elle se base sur quelque chose, et ce quelque chose c'est le rapport du bureau de contrôle. Et le bureau de contrôle, il ne peut pas produire le rapport s'il ne fait pas le suivi justement et le contrôle un peu régulier, mais son travail ne se limite pas à ça. Mais même quand le bureau d'études il produit le plan, c'est le bureau de contrôle qui va les valider d'abord, il va les examiner, parce que même si c'est un bureau d'études, les plans qu'il produit, parfois ça comporte des erreurs. Donc le bureau de contrôle il va examiner, il va faire éventuellement ses remarques, etc. Et c'est quand le bureau de contrôle valide qu'on peut parler de plan d'exécution. Quand les plans ne sont pas encore validés par le bureau de contrôle, on ne parle pas de plan d'exécution. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut réellement commencer à travailler avec les plans. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Bien sûr, le topographe et le contrôle topographique. Voilà, il y a le topographe effectivement, il y a le topographe ou le géomètre. Voilà, donc c'est lui qui s'occupe des implantations. En fait, il s'occupe des implantations au début, donc c'est lui qui fait les implantations. Il fait un relevé du terrain d'abord avant les études. En fait, lui, il a une intervention avant même tout le monde. Il fait le relevé sur le terrain et c'est sur la base du relevé topographique qu'on fasse le reste. Mais il a également un rôle lorsqu'il s'agit et par la suite, bien sûr, pendant les travaux, c'est lui qui fait l'implantation des ouvrages. Mais il a un troisième rôle, c'est quand le projet est ométré. Quand le projet est ométré, c'est lui qui va faire le levé justement des travaux exécutés pour facturer, pour que l'entreprise puisse facturer. Surtout quand il s'agit d'ouvrages de VRD, etc., des ouvrages qui sont linéaires, etc., où il y a des terrassements, des remblaiements, etc., c'est lui qui va faire les relevés justement pour mettre ça dans le décompte de l'entreprise pour que l'entreprise puisse facturer.